Une histoire, Yoko Ogawa, découpée en 11 chapitres qui ont la particularité de commencer chaque fois par une scène au présent. Une scène qui met en avant un certain Monsieur Amber, dont on comprend très vite qu'il s'agit d'un vieil homme. Et puis, des scènes qui vont insensiblement retourner dans le passé, c'est-à-dire l'enfance de ce monsieur Amber et celui de sa sœur et de son plus jeune frère, qui ont la particularité d'être 3 enfants qui ont été enfermés par leur mère suite à la mort de leur petite sœur. Cette mère a même demandé à ces 3 enfants d'oublier leur identité, de renier quelque part leur prénom et de même plus y penser. Ils vont donc devoir, été créé par un écrivain belge, comme vous le savez, et par une ministre française continuée, comme vous le savez aussi. Et c'est qu'ils ont repéré dans le monde entier quelques auteurs absolument déterminants. Et l'un de ces auteurs de cette pléiade est Yoko Ogawa. Alors je sais pourquoi vous êtes là, comme j'y suis aussi. D'où vient cet enchantement? D'où vient ce charme très particulier entre le fantastique, la poésie pure, la psychanalyse et en même temps la percée de nos secrets les plus inexprimés jusqu'à ce que Yoko soit là pour les dire? Eh bien, elle va nous le dire grâce à l'entretien auquel vous allez assister et grâce à la traduction ô combien délicate à quoi elle va avoir droit. Bonne soirée. Merci Jacques de Decker, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Passaporta pour cette rencontre effectivement exceptionnelle avec Yoko Ogawa. Yoko Ogawa qui nous vient de loin, qui n'est jamais venue en Belgique présenter, parler d'un de ses romans. Nous sommes donc extrêmement heureux et honorés de la recevoir ce soir. Je voudrais, avant de commencer cet entretien, remercier déjà quelques personnes très précieuses, à commencer par Kanako Goto, qui va assurer aujourd'hui la lourde tâche, je crois qu'on peut vraiment l'applaudir, de traduire de manière consécutive les questions et les réponses. Kanako enseigne la langue, la littérature et la culture japonaise à l'Université de Liège et à l'UCL. Merci beaucoup pour cet exercice ô combien difficile. Je voudrais également remercier les éditions Actes Sud chaleureusement pour leur collaboration. Tout particulièrement Eva Chanet, l'éditrice de Yoko Ogawa, qui est ici dans la salle, et je pense qu'on peut également l'applaudir. Merci Eva. Merci Anne Ramakers également et toute l'équipe d'Actes Sud pour leur collaboration. Vous savez qu'avec Actes Sud et Yoko Ogawa, c'est une longue histoire qui date déjà depuis 1995 avec La piscine. Et puis on suivi bien d'autres textes, d'abord des textes courts que vous connaissez sans doute, alors on va en citer quelques-uns. La mer, Une parfaite chambre de malade, La grossesse, Les abeilles, L'annulaire entre autres, et puis des romans plus longs. Citons également quelques-uns, La formule préférée du professeur, La marche de Mina, Le petit joueur d'échecs, Petits oiseaux, ou plus récemment encore, Jeune fille à l'ouvrage. La plupart de ces textes sont traduits du japonais, comme c'est le cas pour ce dernier roman, Instantané d'ambre, par Rosemary Makino Fayol, qui n'a pu être avec nous ce soir, présente, et nous allons, si vous le voulez bien, avoir une grande pensée pour elle. Alors aujourd'hui, Yoko Ogawa vient donc nous parler de ce roman qui vient tout juste de sortir, on peut le dire, du four d'Actes Sud, parce que nous l'avons aujourd'hui ce soir en primeur, véritablement. C'est un roman qui est paru au Japon en 2015. Une histoire, Yoko Ogawa, découpée en 11 chapitres qui ont la particularité de commencer chaque fois par une scène au présent. Une scène qui met en avant un certain Monsieur Amber, dont on comprend très vite qu'il s'agit d'un vieil homme. Et puis, des scènes qui vont insensiblement retourner dans le passé,
c'est-à-dire l'enfance de ce monsieur Humber et celui de sa sœur et de son plus jeune frère, qui ont la particularité d'être 3 enfants qui ont été enfermés par leur mère suite à la mort de leur petite sœur. Cette mère va même demander à ces 3 enfants d'oublier leur identité, de renier quelque part leur prénom et de ne même plus y penser. Ils vont donc devoir, à la demande de cette mère, se trouver un nouveau prénom afin d'échapper au danger qui, selon la mère, les menace, d'éviter d'avoir le même destin que leur petite sœur décédée. Ils vont donc vivre, grandir, isolés, mais heureux, dans une villa ayant appartenu à leur père, enfermés dans un jardin, au milieu d'un jardin cerné de hauts murs de briques. Voilà donc, en résumé, l'histoire racontée dans Instantané d'ambre. Alors on retrouve Yoko Ogawa dans ce livre tous les ingrédients qui font le charme et le succès de vos textes, de votre écriture, peut-être plus particulièrement aussi pour nous, lecteurs occidentaux, notamment cet univers mystérieux, insolite, où l'étrange s'immisce dans le réel. Cette folie douce, ce sens de l'observation, cette importance accordée également aux détails, et puis alors évidemment cette écriture si raffinée, ciselée, que l'on vous connaît si bien. En quelques mots, donc voilà, on va laisser un petit peu de temps aussi pour la traduction. Ouais, donc, en japonais, peut-être je ne fais pas tout le monde, mais donc, ouais, pardon, parce que même si c'est un japonais, peut-être pour vous ça ne vous dit pas grand-chose, mais ouais, d'accord. Voilà. Pardon, alors. Oui, donc je vais expliquer un petit peu. Donc、小川さんのこの新しい作品の中には、今までの小川さんの作品の中に出てきたいろんなエッセンスが詰まっているというふうにヴァネッサは言っています。例えば、なんだかすごく静かなんだけれども、甘美な狂気みたいなもの、あるいはその独特のスタイル、ね、その文体の、独特さというものをすごくこれを読みながらまたもうみんなここに来てる人は小川さんのことをもうすでに知っている人が多いと思うんですけれども、これを読みながらまたさらに小川さんの世界だなというふうにこう思い起こせるような作品になっていると思います。Première question, Yoko, évidemment. D'où vous est venue cette idée? Comment avez-vous eu envie? On le sait que dans la réalité, dans la vie, dans le réel, il y a des enfants qui sont enfermés par leurs parents, par leurs propres parents, pendant des années chez eux. D'où vous est venue l'idée de ce roman? Alors, この話を書こうと思ったきっかけというか、どこからこういう考えが出てきたんでしょうか。それは第一問目としては非常に難題ですね。C'est une très très bonne question mais difficile à répondre. Comme la première question. もう今となってはどうしてこの小説を自分が書いたかもうわからないぐらいなんていうか私の手から遠く旅立っていった感じがあります。ただ私が最初のイメージでは非常に閉じられた狭い空間の中に、永遠を見つける子どもが自分たちだけの力でそういうイメージがありました。Oui, donc super difficile question parce que c'est crucial en fait comme question. Mais en fait, donc maintenant, après que elle a terminé la rédaction, elle se demande même mais comment j'ai écrit ça. Voilà, c'est ce qu'elle se dit. Et donc maintenant, elle est plutôt au stade de veiller sur le destin de cette histoire qu'elle a mis au monde. Okay. Mais alors, malgré cet écart qu'elle prend maintenant, elle répond quand même à la question de Vanessa. Donc, d'où vient cette idée pour construire ce roman si particulier? Alors, une image quand même qu'elle voulait vraiment, ou l'idée qu'elle voulait vraiment faire passer, c'est
comment un vivant dans une circonstance tellement particulière, c'est-à-dire une isolation, et les 3 enfants qui sont donc isolés du monde, décidés par leur mère, et leur univers est vraiment limité à leur maison et leur jardin. Donc, dans ce genre de circonstances qui est extrêmement limité et qui n'ont aucun accès vers l'extérieur, mais dans ce genre de circonstances, comment rendre leur vie éternelle? Comment, de partir de si petites choses et les choses limitées, privées de liberté en quelque sorte, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de cette maison ni de jardin, comment, avec cette situation-là, saisir l'éternité? C'est ça la vision qu'elle voulait déjà fait passer en commençant à écrire. Et on le sait, Yoko Ogawa, vous accordez énormément d'importance aux lieux où se déroule l'action de vos histoires. Alors ce sont souvent des lieux vétustes, un peu délabrés, des lieux impersonnels. Ça peut être un hôpital, un orphelinat, un musée. Ce roman ne fait pas exception, puisqu'on a 2 lieux qui sont des lieux qui ont aussi en commun d'être des lieux confinés, des lieux fermés où on est privé de liberté. Il y a 2 huis clos. Le premier se passe donc au présent dans une maison de repos, une maison de retraite. Et le deuxième se trouve donc dans le passé. C'est cette fameuse villa complètement coupée du monde. Qu'est-ce que vous voulez signifier par cette obsession, peut-être quelque part, de ces lieux clos? Est-ce que c'est pour vous aussi, quelque part, peut-être, une manière de montrer que l'horizon des personnages est limité, ou en tout cas très très restreint? Est-ce que c'est aussi pour vous une sorte d'image de la condition humaine? Alors, donc, 場所についての質問です。この小川さんの作品の中にはいつも特殊な場所が登場します。例えばすごくボロボロの建物であったり、病院であったり、誰もなんかあんまり気をつけないで通り過ぎちゃうようなそういった場所であったりということが多いと思うんですけども、今回の作品の中にももちろんそういった特殊な場所が登場します。で、彼女の質問の中では今回の小説の中で選ばれた場所というのはその圧倒的にこう閉じられた空間っていうことです。で、その閉じられた空間にも2種類あって、まず最初はその、本の最初から見ていくと、そのアンバー氏が住んでいる老人用の施設というか、そういう施設ですね。そして2つ目はもちろんそのアンバー氏がずっとまだ生き続けているその過去の世界のその閉じられた空間という、その閉じられた空間っていうところに彼女は注目したいと思うんですけれども、これは小川さんにとってどういった意味を持つんでしょうか。このなんですかね、舞台装置として閉じられた空間で、これはもしかしてその人間が何かに閉じ込められているっていうその人間の存在の条件みたいな、そういったものへの眼差しでもあるんでしょうか。あえて理屈を言えば、人間はどんなに自由に生きようと思っても自分の寿命という囲いの中でしか生きられないという宿命を背負っている、そういう人間を描いていくのが小説であるとするならば、その人は自由にどこへでも行けるという方向じゃなくて、私の場合はその人がどういう形で制限を受けているか、ままならない状況の中にいるか、その人を取り囲んでいる輪郭をまず思い浮かべる、そこから小説が書ける。それは多分作家のタイプとしてそうなんだと思うんです。非常に輪郭が大事ですね。Okay, en parlant de conditions humaines, de conditions d'existence humaine, même si tout l'être humain espère être libre et que peut-être toute activité humaine, c'est à la recherche de liberté, mais chaque être humain, chaque être est destiné à
périr parce qu'on a les limites de temps. Okay, donc ça c'est la condition égale pour tous. Elle est très consciente de ça. Elle est très consciente de ça et donc en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, en tant que quelqu'un qui compte une histoire, elle est plus attirée par des personnages qui doivent vivre dans des limites et dans des contraintes, c'est-à-dire la condition où on ne peut pas avoir toute la liberté, plutôt que de la recherche de la liberté. Donc ça c'est vraiment le thème qui l'attire le plus. Et aussi, donc son point de départ de la création de romans commence par ça, en fait. Donc l'être humain qui doit avancer malgré ses limites de temps, les limites d'ambition, les limites de... Et pour ça, donc pour créer quelque chose qu'on peut appeler comme littérature, avec cette image qui l'attire tellement, elle commence par tracer les lignes de force, comment on dit ça, donc le contour de l'être humain qui doit vivre avec les limites de temps et les limites de capacité, les limites de, je sais pas, toutes sortes de conditions qui l'empêchent d'être éternel et libre. Voilà. Donc elle se définit comme écrivain qui veut surtout décrire le contour des personnages qui sont destinés ou qui sont obligés de vivre avec ces contraintes, des limites. Alors c'est une terrible contrainte que cette mère va imposer à ses 3 enfants. C'est vrai que c'est une situation qui peut faire froid dans le dos. Et pourtant, Yoko, vous racontez cette histoire sur le mode du conte, avec énormément de douceur, de tendresse. On sent que l'amour n'est pas du tout absent de cette histoire et de cette relation entre vos personnages. Et alors, si vous me permettez l'oxymore, j'ai envie de parler, c'est une situation étonnante de maltraitance douce, de manipulation bienveillante, c'est très étrange. Et alors il y avait un vrai parti pris narratif chez vous, Yoko Ogawa, c'est que vous ne portez pas de jugement sur le comportement, sur l'attitude, sur la folie, on pourrait dire, de cette mère. はい、制限ということをおっしゃったんですけども、その制限の中で生きていく人間の、そういうものを書いていきたいというふうに小川さんおっしゃってて、でその制限ということを言った時に、この小説の中で制限って何かなって考えた時、一番最初に出てくるのはこのお母さんの存在です。このママ、でこのお母さんの決めた世界の中で子どもたちは生きていく、制限を受けるわけですけども、でこういったその女性の在り方とかそのママが出す制限というのは傍から見ると非常に恐ろしいものなんですが、だから社会的な言葉で言えば児童虐待というふうになっていくんですけれども、小川さんの作品を読んでいると不思議とそういった恐ろしさっていうのがほとんど感じられない、そして子どもたちの視線から語られるこのママというのは優しい存在であり、安心させてくれる存在であり、そして子どもたちからのもう愛みたいなの、愛の眼差しやらそういった感情っていうのが溢れてるんですね。でそういうのを読んだ時のそのバネッサはベルギーの一読者としての感想ですけども、この作品の中に流れているこの空気っていうものは何ですかね、虐待なんだけども甘美なんだという、甘美な虐待、他の言い方をすればとっても優しいマニピュレーションというのはそのなんか人を操作して、思うように操るってことですけれども、それすごく優しさを持って操ってるっていう、そういうふうに言えると思いますね。でそこで特にこの作品の中で、バネサが非常に強く感じたのは、小川さんは全くこのお母さんという人の行動になんですかね、裁きを与えないということです。ジャッジメントがないというところが素晴らしいと思っています。この小説はその子どもたちを別荘に閉じ込めて外へ出さないっていう虐待なんですけれど、そういう
母親をの罪を告発するために書いたのではないっていうことはもう大前提なんですね。作家はそれジャッジする権利がない。私がただひたすら書きたかったのは、そういう自分に与えられた環境の中で、それでも子どもたちが閉じられた庭の中に永遠の世界を見つけていく。社会的に見たら虐待されたかわいそうな子どもという一言で切り捨てられる彼らの人生が、実はいかにそうであるからこそ他の誰も真似のできない豊かさを持っていたかということを書きたかった。ですから全くジャッジとは逆の方向からこの幼児虐待を描いたと思います。Oui, donc oui, non, c'est français maintenant, je dois utiliser. Pardon. Oui, oui, donc la situation d'enfermement, donc enfermer les enfants dans une maison comme ça. Donc, si on traduit cette situation en termes un peu sociologiques ou social, ça, c'est séquestration d'enfants ou la maltraitance d'enfants. Bien sûr, mais en fait, ce qu'elle voulait dire dans ce roman, ce n'est absolument pas cela. Bien sûr, donc ça, c'est un cadre, bien sûr. Mais en fait, elle pense qu'un auteur n'a pas le droit de juger ce genre de personnage. Le fait que ce genre de personnage existe, ça c'est un fait. Elle décrit, mais son rôle n'est pas de la juger. Donc le but de ce roman n'est absolument pas accuser ou pointer de doigt l'existence de ce genre de mère, mais plutôt l'accent est mis sur la capacité des enfants de chercher justement l'éternel dans ce milieu extrêmement limité. Et elle dit même que cette quête de l'éternel est devenue possible d'autant plus que leur condition de vie, leur situation de vie était extraordinaire, donc c'était pas quelque chose d'ordinaire. Et il y avait énormément de contraintes et que c'était quand même très étrange leur manière de vivre. Mais c'est justement dans ce genre de contexte de privé de liberté, ils ont énormément de choses à ne pas faire en fait dans cette maison-là. Mais justement dans cette situation d'interdiction de plein de choses, c'est grâce à cette condition-là qu'ils pouvaient vraiment puiser leur inspiration pour inventer leur monde et pour le rendre éternel. Voilà, c'était le message qu'elle voulait passer surtout. Et d'ailleurs, ces contraintes, cet enfermement va créer aussi des liens indestructibles, éternels entre ces enfants. Alors, je vous le disais, une des contraintes maternelles, c'est de devoir changer de prénom, oublier leur ancienne identité. Et je vous propose tout de suite d'entendre un extrait. Alors, Yoko va lire un petit passage en version originale, et puis je vous lirai l'extrait en français. C'est justement un extrait qui raconte comment les enfants vont trouver leur nouveau prénom. Vous allez voir que c'est une manière très particulière, mais qui correspond aussi à ce qu'ils ont sous la main. Ils vont choisir, entre guillemets, au hasard, dans une encyclopédie, en feuilletant une encyclopédie. Et ils vont donc changer définitivement de prénom suite au décès de leur petite sœur, par superstition donc de la mère. Yoko, peut-être nous lire un petit texte. Alors, juste 5 secondes, parce qu'elle a dit quelque chose de très très joli. En japonais. その閉じ込められてるっていうそのね、状況の中で生まれるもう一つ素晴らしいことは、その兄弟たちの中にすっごい強い絆が生まれたということですね。それはちょっと言いたかったで、あとこれから名前を新しく決めなければいけないということになりまして、そこの部分を読んでいこうと思うんですけれども、donc on commence par la partie japonaise ou française? Japonais? D'accord. はい、じゃあ最初に日本語でお願いします。じゃあまず最初に日本語で、その後該当する部分をフランス語で。つまり生まれた時の本当の名前を捨てて新しい名前を
自分たちにつけて世界から隔離された場所に閉じこもる時に、名前をお父さんが残した図鑑の中から図鑑を開いてたまたま指さした項目の名前にする、そうしようとお母さんが言うんですね。それで3人の子どもたちが順番に図鑑を開きます。自分の番になって子ども理科図鑑を初めて手にしたとき、真ん中の男の子は思いがけない分厚さに戸惑った。こんなに立派なものをプレゼントしてもらったのに、パパに一言のお礼も言わなかったことが急に申し訳なく思われ、と同時にこの厚みの中からたった一つの何かを選ぶのが重荷に感じられた。星、天気、海の動物、昆虫、植物、熱とエネルギー、気体、液体、固体、人の体。ページはさまざまな項目に分類され色分けされていた。図鑑の中身の入り組んだ様子を象徴する細々とした色の重なり合いを見ていると目がチカチカしてくるほどだった。絶対に自分も鉱物のページを開かなければならないと彼は思った。自分一人姉と弟からはぐれ、宇宙や海底に取り残されるのは耐えられそうになかった。たとえ馬の脳みそでもいいから3人一緒でなければ魔剣の格好の餌食にされそうだった。彼はママに悟られないよううつむき、薄目を開け、まつげの間から狙いを定めてここぞと決心したページを開いた。琥珀。Je vous lis donc l'extrait en français, la traduction. À son tour, le garçon du milieu prit pour la première fois entre ses mains cette encyclopédie illustrée des sciences pour enfants. Il fut désorienté par une épaisseur à laquelle il ne s'attendait pas. Alors que leur père leur avait fait cadeau d'un livre aussi merveilleux, il se sentait soudain impardonnable de ne pas lui avoir envoyé ne serait-ce qu'un petit mot de remerciement, en même temps qu'un fardeau se mettait soudain à peser sur ses épaules, à l'idée d'en extraire un seul mot. Les étoiles et le temps, les animaux marins, les insectes, les végétaux, la chaleur et l'énergie, les corps gazeux, liquides et solides, le corps humain, les pages se succédaient, classées par couleur en différentes rubriques. Il se dit que lui aussi devait absolument ouvrir cette encyclopédie à la page des minéraux. Il n'aurait pu supporter de perdre opale et agate en allant s'égarer dans l'espace ou les fonds marins. Il baissa la tête afin que leur mère ne s'aperçût pas de ce qu'il en trouvait légèrement les yeux dans le but d'ouvrir le volume à la page qu'il avait visée entre ses cils. « Ambre », lui dit leur mère sans lui laisser le temps de vérifier. Ouvrant grand les yeux, il se rendit compte qu'il s'agissait de la rubrique des fossiles qui précédait celle des minéraux et se dit « Zut !» Mais c'était déjà trop tard. « C'est un nom merveilleux », ajouta-t-elle en lui caressant la tête. Entendre la notice explicative avait rassuré le garçon. Il comprenait que même si l'ambre ne se trouvait pas à la rubrique des minéraux, c'était une concrétion aussi précieuse que l'opale et l'agate, dont la formation nécessitait une accumulation d'années qui ne le cédait en rien aux minéraux. Dès la première nuit, passée dans leur nouvelle maison, ils devinrent donc opale, ambre et agate. Tels des éclats pour un temps infini, à l'abri des entrailles de la terre, et personne ne s'apercevrait qu'il s'agissait de noms humains. Ils les avaient choisis eux-mêmes. Opale avait 11 ans, Ambre 8, et Agathe allait sur ses 5 ans. Ayant refermé l'encyclopédie illustrée des sciences pour enfants, ils s'endormirent tous les trois dans le même lit, formant bloc. Opale au milieu, blottis l'un contre l'autre, jambes entremêlées, tête de l'un bien calée au creux de l'épaule de l'autre. Ils avaient fermé les yeux. Dorénavant, ils dormirent chaque nuit ainsi, faisant en sorte qu'aucun des trois ne se fragmente un peu plus. Voilà. Et ainsi commence cette histoire. 一つ説明させていただくと、3人兄弟でお姉さんはオパール、弟はメノ鉱物なんですね。ところが真ん中の男の子だけ琥珀って、これ化石なんですね。項目が違う。で
そういうふうにした理由は、私これを書いた時点でまだ始まって数ページなんですけれど、そんなに深く考えてこの名前をつけたわけじゃないんですけれど、真ん中の男の子だけ好物じゃなくて化石だったっていうことが後々非常に大事なポイントになってきます。真ん中の子だけが最後までお母さんに付き従うことになる、外の世界へ出ていかなかった子、ですからこの名前をつけた時点で小説の先が見えてきたっていう感じですね。Ce qu'elle voulait ajouter à propos de cette scène, de choisir le nom, mais en fait déjà elle-même, donc elle a choisi les noms avant de faire choisir les noms à ses enfants. Mais donc d'abord, elle n'était pas tellement consciente en fait au moment même qu'elle choisissait ses noms, mais surtout c'était la sonorité qu'elle voulait pour chaque personnage. Mais en fait, quand même une chose qui était très très claire dans sa tête au début de l'action, c'était que parmi ces 3 enfants-là, un seul enfant portera un nom qui n'est pas dans la catégorie minéraux. Donc les 2 enfants, Opal et Agathe, ils sont dans la catégorie minéraux, mais Ambre, c'est un fossile. Et justement, c'est comment on dit ça. Donc, le moment même qu'elle a choisi ses noms à donner à ces personnages-là, elle dit que la direction dans laquelle son roman allait évoluer était décidée. Et justement, le fait que le garçon, donc, comment on dit, deuxième frère, pas le Benjamin, mais qui est un seul. Lui, il fait partie de Fossiles. C'est très très symbolique en fait pour la suite de l'histoire. Peut-être, je ne me mets pas que je dévoile trop, donc je ne dis pas trop quoi. On va pas tout dévoiler, non. Bon, on va peut-être quand même, malgré tout, parler, parce que ça, on peut en parler, c'est intéressant, par rapport à ce titre, donc, dont la traduction française est « Instantané d'ambre ». On l'a compris, l'ambre, c'est cette pierre pas comme les autres. Peut-être, Yoko, nous expliquer ce que signifie ce titre « Instantané d'ambre » en traduction française. Alors, on va faire une petite leçon de japonais aussi, si vous le voulez bien. Je pense que la traduction française n'est pas trop éloignée de l'original que voici. Si vous pouviez peut-être un petit peu nous expliquer le sens de ce titre « Instantané ». Alors, Ambre, on a compris, hein, c'est donc ce nouveau prénom du personnage de Monsieur Amber. Instantané d'ambre, Yoko Ogawa, qu'est-ce que ça signifie? Alors, que symbolise cette pierre pas comme les autres, ce fossile, l'ambre, et que sont finalement ces instantanés? À quoi ça correspond? Donc, il faut d'abord commencer par la comparaison de titres japonais original et les titres en français, parce que ce que Vanessa vous montre, en fait, donc, Kohaku no Matataki. Voilà. Donc en fait, la partie, il ne faut pas que je dise tout moi-même. Mais... Donc en fait, ça ne veut pas dire en fait les instantanés, la dernière partie. Si vous voulez, c'est le clignement des yeux de l'ambre. En fait. Donc c'est ça qui est un petit peu différent. Donc on essaye d'expliquer. Donc この最初のタイトルはまずどんな感じで、なぜ瞬きなんですか？これはですね、瞬きというのはあれですね、瞬きですね。この琥珀と名付けられた少年は、父が残した図鑑の片隅にパラパラ漫画を描くんです。何千枚というパラパラ漫画を描くんですけれど、それは実はもう一人一番下の女の子が兄弟がいるんですけど、その子が病気で亡くなるんですね。その子をよみがえらせるためにお父さんの残した図鑑の片隅にその死んだ妹の絵を何枚も描いて、その一瞬だけは妹が生きて動いてるという
その瞬間の喜びを味わう。で死者を永遠に図鑑の中に閉じ込める化石のように、そういうイメージから、琥珀の瞬きという、タイトルにしたんですね。Oui. Donc dans le titre original d'abord, donc Kohaku, donc c'est l'ombre, et puis Matataki, donc c'est le mouvement qu'on fait quand on ferme les yeux, mais d'une manière très brève. Alors pourquoi elle voulait appeler son roman comme cela? Parce qu'en fait, justement, ce garçon qui s'appelle Kohaku, ça veut dire ombre, il le trouve un passe-temps et qui devient une passion et presque un boulot, sa profession, métier. C'est en fait qu'il prend des encyclopédies, justement, desquelles ils ont choisi leur propre nouveau prénom. Ils ont pris la partie extrême droite ou gauche. En tout cas, au Japon, on lit comme ça, donc c'est plutôt le côté gauche. Mais, voilà, donc cette partie-là très très étroite. Donc il prend cette partie-là et à chaque page de toutes ces encyclopédies qui sont laissées par leur père, qu'on ne voit jamais dans l'histoire, et il écrit, il dessine le personnage. Et quand on regarde d'une manière très brève de toutes ces pages-là, ça fait des instantanés enfoncés. Et en japonais, on dit pala pala manga. Donc c'est le manga pala pala. Voilà, comme ça, oui. Et alors, quel personnage vit grâce à cet instantané? C'est la toute petite sœur, 4e enfant, qui est décédée. Avant que ces 3 enfants et leur mère s'enferment dans ce monde. Bon, donc, comment dire, donc ce pala manga de ces instantanés, c'est vraiment l'enchaînement des instants. Et souvent, c'est aussi bref que le clignement des yeux. C'est pour ça aussi qu'elle voulait, après son roman de cette manière-là. Et aussi, donc l'ombre est quand même, c'est un fossile, donc ça représente les longues années. Donc les longues années, donc le garçon qui a le prénom Longues années, il avait sans savoir en fait intention de faire vivre sa petite sœur décédée en faisant ça, en dessinant ces petites histoires, mais en même temps, comme ça, maintenant, sa petite sœur qui est déjà décédée, mais qu'elle restera enfermée à jamais dans ces pages-là. C'est-à-dire à l'infini, aussi longtemps qu'un fossile, ou peut-être même plus longtemps, quoi. Donc, dans son titre-là, donc, il y a déjà autant de messages, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que dans les instantanés d'ombre, que d'ailleurs, le sens même de titre français est là. Si aujourd'hui, juste avant cette rencontre, parce qu'on a eu une interview et que y a la journaliste qui a posé cette question en fait. Et donc j'ai expliqué qu'instantané c'est pala pala manga d'ailleurs. Oga-san dit c'est-à-dire que dans le titre français en fait, comment dire, on dit encore une chose de plus que le titre original. Mais ce qui est déjà bien sûr écrit comme histoire, mais qui n'apparaissait pas sur la couverture. Absolument. Et vous verrez comment Yoko, en lisant le roman, utilise des images aussi très frappantes et comment effectivement on arrive à conjuguer par des métaphores, par des très très beaux détails très bien choisis, comment on arrive à concilier justement ce temps qui file et l'éternité, mais je ne vous en dis pas plus, évidemment vous lirez ça. Yoko Ogawa, on sait, il y a des thèmes récurrents dans vos œuvres. On retrouve ici notamment la présence, l'importance, le rôle des animaux comme personnages à part entière. Qui symbolise aussi chacun des aspects, alors des aspects soit bénéfiques, soit maléfiques de l'existence.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler ici des liens que vous avez créés, des rôles que vous avez attribués aux animaux dans cette histoire? Parce que même si les enfants sont effectivement coupés du monde extérieur, leur rare lien avec le monde qui les entoure, c'est la nature et en particulier les animaux. テーマについてですけど、よく小川さんの作品に出てくるテーマとして自然とか動物とかがあるんですけど、この作品の中には特に動物がとても大事な役割を果たしているように思います。いくつか動物出てきますね。とても大事なことを作品の中でやっていますけれども、その動物の中にも分けていくと良いことをもたらす動物と悪いことをもたらす動物がいるようなんですけども、こういうのって小川さんにとってこの動物が意味するものとかっていうのは何でしょうか？私が動物をいつも小説の中で取り上げるのはやっぱり彼らが言葉を持ってないということですね。大抵人間同士家族でも何でもうまくいかなくなる原因っていうのは言わなくてもいいことを言ってしまったっていう場合が多いと思うんですけれど、とにかく言葉で相手を分からせよう、自分を分かってもらおう、言葉を戦わせているとなんか本当に伝えたいことは伝わらない。でその点動物は賢いな、進化の途中で潔く言葉をしゃべらない方向を選んで、本当に大事なことは言葉にできないんだっていうことを知ってたのは動物の方じゃないかなといつも思うんです。ですから小説の中にポツンと言葉をしゃべらない存在を持ってくるとダイナミックにお話が動き出します。でこの小説新作の中でも動物たちがそういう役目を閉じ込められて毎日毎日同じ生活を繰り返しているように見える彼らの生活に新風を吹き込むのは動物ですね。いいというされている動物、いいものを持ってくる動物と悪いとされている動物、魔犬みたいな、そういうのはそれはまたじゃあちょっと次言いますね。わかりました。Donc, de caractère maléfique, etc., ce serait pour plus tard. Okay? Donc, je vais d'abord vendre le contenu. Alors, les animaux. Pourquoi les animaux? Parce qu'ils ne parlent pas. Parce que, selon elle, si entre les humains, il y a des problèmes, c'est à cause de quoi? À cause des mots. À cause des malentendus, à cause des intentions et des vanités, etc. Et tout ça, c'est à cause de moi, en fait. Donc, en fait, souvent les conflits humains, c'est les conflits des mots. Conflits entre les lettres et des mots et des langues différentes, etc. Donc, pour elle, les animaux comme des êtres qui n'ont pas besoin de mots et des langues pour se communiquer, c'est quelque chose de puissant. Donc, par exemple, dans un roman, parmi les personnages humains qui utilisent les mots, qui parlent, on introduit un animal qui n'a pas de mots, alors ça crée la dynamique dans la narration. Et aussi, Yokogawa dit que les animaux ont une belle intelligence finalement, de décider d'abandonner la langue pour vivre. Quelle intelligence, laquelle elle admire ces animaux-là. Et dans cette histoire-là, particulièrement, les animaux ont un rôle très important, c'est qu'ils apportent les extraits du monde extérieur aux enfants qui vivent dans une situation tout à fait coupée du monde. Voilà. そして今悪いものを運んでくる動物っていうのは魔犬と名付けられている。でもそれは実在の動物じゃなくてお母さんが子どもたちを怖がらせるために作り出した架空の生き物なんですね。そこが違いだと思います。Okay.
Comment il est appelé ce chien qui est méchant là, dans la traduction japonaise? Le chien maléfique. Il est dit comme ça vraiment? Ah, ok, non, le chien maléfique. Oui, parce que d'habitude, la plupart des animaux qui sont présentés dans ce bouquin, ils sont tous très bénéfiques. Voilà. Ils ont des fonctions aussi, ils entretiennent le jardin. Mais il y a un seul qui est vraiment maléfique, donc c'est un chien maléfique. Donc c'était pour savoir quelle est la distinction entre ces animaux considérés bons et mauvais. Et la réponse de Madame Ogawa, c'est qu'en fait, ce seul animal maléfique, c'est en fait un animal inventé par la mère de ses 3 enfants. Donc c'est une créature imaginaire, en fait, qui a été mise en scène par leur mère pour faire peur les enfants, qui ne font pas n'importe quoi, et pour qu'ils obéissent à la mère. Voilà. C'était sans doute pour ça qu'il est le seul mauvais. Et on pourrait même dire que ces 3 enfants, quelque part, retournent à une sorte d'animalité, parce que justement, ils ne parlent pas, ils murmurent à peine, ils parlent dans un filet de voix, à peine humain, pourrait-on dire. C'est quelque chose aussi, hein, ça d'assez frappant. Et alors vous jouez aussi beaucoup, aussi bien dans les relations entre les personnages que dans votre écriture, dans votre narration, sur l'importance du silence, justement, l'absence de mots. Et quand il y a des mots, c'est vraiment un murmure, à peine audible. «動物のことをちょっと話した後に、その子供たちも実は非常に動物的になっていく。例えばすっごい小さな声でしか話さない。それでほとんどもうつぶやきのような声なので、その普段の生活をしている人からしたら聞き取れないくらい小さな声で喋っているということが一つと、あとはその子供たちの間で交わされている会話っていうのと、あとは沈黙っていうのが交互に出てきて非常に効果的だなと思われるんですが、この声についてとかどうでしょうか。ですから私は小説の中で登場人物たちがこう会話したり議論したりするのを書くのが非常に苦手なんですね。ですからできるだけ彼らが言葉を交わさないで描写できる方法はないかと考えて、チェスを題材にした時もそうだったんです。2人の人間が向かい合って1時間も2時間も無言でいても話が成り立つっていうのはそうだったんですね。ですから私がこんなにたくさんの言葉を費やして小説を書いていながら、どこかで言葉はパーフェクトではないと、どこかで言葉っていうのはごまかすためのものだという疑いを持ってるんだと思います。À vrai dire, elle fait la confession. Elle n'est pas très à l'aise de décrire les conversations dans un roman. La discussion et le conflit, etc., c'est pas tout à fait quelque chose avec laquelle elle est à l'aise. C'est pour ça qu'en fait, elle cherche vraiment une manière qui lui permet de décrire la scène sans mots. C'est pour ça aussi, par exemple, elle a choisi dans un des romans précédents le jeu d'échecs, en fait, je crois, jeu d'échecs, parce que ce jeu d'échecs, en fait, on peut passer des heures sans dire un mot, en fait. Mais il se passe plein de choses, mais sans dire un mot. Donc ça, c'est excellent, en tout cas pour elle, pour explorer son monde littéraire. Mais elle reconnaît que pour montrer ça, elle a besoin des mots. Hein, donc elle écrit énormément de lettres, et elle utilise les lettres pour dire en fait un des messages cruciaux de sa création, c'est que peut-être les mots ne sont pas parfaits, et peut-être les mots existent pour dissimuler quelque chose, pour ne pas dire la vérité, pour faire passer quelque chose qui n'est pas vrai. Elle a toujours ce doute en fait. Donc toutes ces écritures, et surtout celui-ci parce qu'il y a beaucoup de silence, elle veut faire passer ça,
cette idée-là, ce doute. Et vous verrez d'ailleurs comment les mots, effectivement, par les humains sont utilisés pour mentir, pour dissimuler, effectivement. Pas toujours, évidemment, avec une intention nuisible, bien sûr. Hein. Mais ça, je vous laisserai découvrir, bien sûr, comment l'histoire va évoluer jusqu'au moment où on s'en doute, bien sûr, tout va basculer, hein, évidemment. Yoko, finalement, on voit bien ces enfants ne vont pas trouver une porte de secours justement dans les mots. Et peut-être qu'ici, en Occident, on accorde énormément d'importance à la libération de la parole. On a aussi cette notion de résilience, donc cette capacité à surmonter, à rebondir après une épreuve, à surmonter un obstacle. On comprend que chez ces enfants, ce n'est pas les mots qui vont permettre justement de sortir de cette vie, de cet enfermement. Finalement, ces enfants qui sont vulnérables, c'est vrai, qui sont coupés du monde, ont pourtant une très grande force intérieure. D'où tirent-ils cette force, ces enfants qui vivent isolés? はい、その言葉がパーフェクトではないというのは全く彼女も同感なんですけれども、その特に言葉をたくさん使えば使うほど嘘ばっかり言うようになっていくっていうのが、人間の、宿命ではあるんですけれども、でもこの、作品に書かれているその言葉だったり、その嘘をついたり、そのお母さんが嘘をついたりしていますけど、これは必ずしも悪意から生まれたものではないという点も大事ですね、という話です。そしてもう一つの点は、そうです、特に言葉、人間が言葉を手にしたとき、その言葉をどう使うのかって考えたときに、やはり、特に西洋では虐げられたときとか困難があったときに声を上げる、声を上げて私はここにいるんだということを人に見せて、でその突破口にしていくというのなんですかね。その問題を乗り越えるために話すというのがあると思うんですが、この話に出てくる子どもたちはいっぱい問題抱えて大変な中で生きていますが、彼らにとっての突破口は言葉ではないんですね。じゃあ何なんでしょうか。その何を力として彼らは生き続けて、さらにいい世界を作っていこうとしているんでしょうか。そうですね、彼らがですから閉じられたあの庭の中で、その母親が押し付けた殻を破るという意味でも突破口を見出したのは、論理的な言葉じゃない、言葉と言ってもいいのか、理屈を超越した何かですね。つまりオパールが話してくれる全くでたらめな物語だとか、あるいは穴を掘っていろんなものを掘り出して、それを死体の形にして埋めたりとか、それ何の意味があるのかっていう理屈では説明できないこと、あるいはそのパラパラ漫画にしたって何のためにそんなことするんだ、そんなことしたって妹が生き返るわけじゃない、そういう彼らはある意味閉じ込められていたけれども、だからこそ理屈からは自由だったっていうふうに思います。理屈に縛られなかったっていうことが彼らの突破口ですね。Quelles sont les forces pour ces enfants pour trouver l'issue, pour surmonter cette épreuve-là? Donc certainement ce ne sont pas des mots que nous qui vit à l'extérieur de ce milieu très fermé, mais peut-être aussi on peut tout de même dire qu'ils avaient le moyen pour trouver ça. Et si on doit dire ça, ce sont des mots qu'ils ont utilisés, ce sont des mots sans doute qui ne sont absolument pas logiques. C'est-à-dire que
la force que ces enfants ont eu et trouvé et utilisé, c'est quelque chose qui dépassait les pensées raisonnables et logiques et correctes. Par exemple, tant qu'ils n'ont pas grand-chose dans leur vie, ils ont énormément de livres comme ici, et ce sont des livres quand même très très anciens. Et par exemple, un enfant trouve le passe-temps donc, qui crée les instantanés, qui prend beaucoup de temps. Et oui, mais quand on se penche sur ces activités, oui, mais à quoi bon? Mais ça sert à quoi ton activité? Ou d'autres choses, par exemple, l'aînée, la fille aînée, elle est une excellente conteuse. Donc, elle raconte magnifique histoire pour occuper leur après-midi. Et puis, les autres enfants adorent écouter. Et ces histoires sont assez étranges, en fait. Il n'y a pas vraiment de lien logique dans ces histoires. Ou bien ces enfants creusent sans trop avoir une raison, mais très très profonde dans leur jardin. Ils trouvent des objets des époques anciennes et ils vont créer une sorte d'imitation de cadavre et puis ils enterrent ce symbolique cadavre. Oui, mais ce genre de choses, mais à quoi ça sert? Mais justement, pour eux, cette question à quoi ça sert n'existe pas. En fait. Donc cette raison, en quelque sorte, pour donner le sens, ou pour donner la leçon, pour tirer la leçon de chaque mouvement, chaque comportement qu'ils font, ils n'en ont pas. Donc en fait, leur éternelle magnifique force, c'est la force qui dépasse peut-être des cages de raison. Donc, en quelque sorte, physiquement et matériellement, ils étaient enfermés, mais enfermés de chez les enfermés. Mais au niveau, la manière de penser, la manière de construire le monde dans leur tête, en fait, il n'y avait absolument pas d'obstacle. C'est ça qui est peut-être la force. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question, Yoko, pour la littérature, pour le fait d'écrire des histoires, des fictions comme vous le faites, à quoi ça sert finalement? Est-ce que c'est une question que vous posez? À quoi ça sert la littérature? 今の話から直接出てくる問いですけれども、じゃあお話を書くって何の役に立つんですか？そうなんですよね。まあ役に立たないことをするのが人間ですね。人間である証拠で、しかしでもまあ人類の歴史上なんでこんなにたくさん物語を書く必要があるのか謎ですね。もういい加減書くことなくてもいいんじゃないかと思うんですけれど、延々と書き続けている。ですから私はいつもみんながあっと驚くような真新しいものを書こうという気持ちは全然ないんです。自分が考えつくことぐらいきっと誰かが遠い昔にもうすでに書いているだろうと思うんです。でもだから書きたくなくなるっていうことはなくて、人類が延々と繰り返してきたこの大きな川の流れの自分も一滴だなと思えることが幸福ですね。Alors, à quoi ça sert la fiction? Peut-être les êtres humains ont fait toujours des choses qui n'ont peut-être pas de sens. Hein. C'est ça sa première réponse. C'est pour ça qu'on existe, de faire des choses qui n'ont pas de sens. Ah. Alors, la nécessité pour raconter des histoires, c'est un véritable mystère pour elle-même aussi. Parce qu'en fait, il y a autant d'années que les êtres humains existent et qu'il y a autant d'histoires qui sont tous dans cette maison et aussi chez vous. Il y a énormément d'histoires qui existent. Mais on a encore besoin de lire et écrire. Et pourquoi? Je ne sais pas. Et en plus, elle sait que, elle sent que si elle a une très très bonne idée pour une nouvelle histoire, mais peut-être quelqu'un d'autre dans le monde, dans un autre pays, dans une autre époque, dans un autre continent aurait peut-être déjà écrit. Elle est consciente de ça. Donc en fait, elle n'a absolument pas l'ambition
de présenter quelque chose d'extraordinairement nouveau, que de jamais vu, d'unique. C'est pas ça qu'elle cherche. C'est pas ça qu'elle cherche. Et en plus, même cette conscience-là que peut-être une histoire qu'il va écrire ressemblerait peut-être à d'autres histoires, cette conscience-là ne la freine absolument pas d'écrire. Et justement aussi, l'humanité est une longue fleuve, peut-être pas tranquille, mais bon, fleuve. Alors avoir la conscience qu'elle fait partie d'une goutte de l'eau qui constitue cette rivière-là, pour elle, c'est le bonheur. Et peut-être aussi qu'on pourrait comparer d'ailleurs les livres à l'ambre, c'est-à-dire à ces fossiles qui gardent finalement une trace de ce qui n'est plus, de ce qui est mort, de ce qui n'existe plus. そうですね。そういうことを考えていくと、本というものも琥珀みたいなもので長く生きていて、そして今はもうないものだけど掘り起こしてまた読んでいてというものじゃないかなって今そういう印象。そうですね。Oui, oui. Yoko, avant de passer la parole au public pour des questions, j'ai quand même envie de vous demander justement, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, de raconter des histoires? Comment ça s'est passé? D'où ça vous vient? On a vraiment envie forcément de vous poser cette question, bien sûr. Origine dans tout son acte d'écriture. はい、どうして書きたいと思ったんですか？もう今まで書いたもの全部考えて、何があなたを突き動かして書くようになったんですか？そうですね。これ謎ですね。まあ別に頼まれたわけでもなく、でもまあ一つ言えるのは読んだからなんですよね。小説を読んだ。小さい頃からずっと読んできて、逆に言うと読まなければ書かないと思うんですよね。読んで言葉で作られた世界の中にすごく偉大な喜びがあるっていうことを知ってしまったために、自分もそういうものを書いてみたいという欲望に突き動かされた。ですからもう読むことと書くことが私の中ではもう境界線が今ない状態ですね。Pourquoi écrire? Pourquoi? Elle-même, c'est un mystère. Donc, encore une fois, personne ne m'a demandé d'écrire. Elle me dit, ah oui, mais peut-être parce que j'ai lu. Donc, c'est vrai. Donc, pour elle, maintenant, l'acte d'écrire et l'acte de lire, c'est presque pareil. En fait, entre les deux actes, il n'y a vraiment plus de frontières. Mais ce qu'elle peut vraiment dire avec beaucoup d'insistance, c'est que s'il n'avait pas lu, il n'aurait jamais écrit. C'est clair, hein? Donc, elle a lu énormément depuis toute petite et toujours énormément de choses à la littérature du monde. Et donc, durant ces moments de lecture, elle a trouvé qu'il y a des mondes extraordinaires qui sont tissés par les mots. Et pourquoi pas moi? Donc c'est comme ça qu'il est entré dans l'écriture. Donc c'est toujours la lecture qui a ouvert les portes pour l'écriture. Et je pense, Yoko, que tous vos lecteurs ici présents, vous savez en tout cas, de vous être posé cette question, de vous être dit, bah tiens, pourquoi pas moi? Vous avez très bien fait, Yoko. Voilà, je pense qu'on peut maintenant passer le micro au public. N'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez-en. Yoko Ogawa est là exceptionnellement pour vous répondre. Voilà. Voilà, on va faire circuler le micro. Konnichiwa Yoko-san. Je voudrais vous demander si vous savez ou si vous avez eu un auteur fétiche, quelqu'un que vous avez considéré comme votre maître ou comme un exemple pour votre écriture. Merci.
小川さんにとって目標となるような作家だったり、そのフェティッシュというのはお気に入り、どうしても手に取ってしまうとか、この人の本を読んでないと眠れないみたいな、そういった小川さんの作品を書いていく作業を支えてくれるような、なんか目標となるような作家はいますか？私が一番好きな作家は川端康成です。非常に、人間の持ってる本当なら隠したいいやらしさを書いて、それをもう滑稽の域にまで到達させた作家で、繰り返し読み返してます。でも他にもいっぱい仕事の机の周りに手の届く範囲に常に置いてある本っていうのがなんか10冊ぐらいあって、書いてる途中に疲れるとこうパッと開くっていう、そういう一生涯読み返す本っていうのに 10冊ぐらい出会いました。Ok, donc vraiment le maître, si elle doit citer un, ce serait Yasunari Kawabata. Ouais. Donc ça lui arrive toujours de relire et de relire, et notamment le fait que Kawabata se focalise sur la part d'ombre de l'humanité ou de l'être humain, dans la partie plutôt que nous n'avons pas forcément envie de se dévoiler, dans cette envie néfaste de voilà, le côté un peu sombre de l'être humain. Et Kawabata Yasunari, il décrit ça magnifiquement, et il s'acharne même à ce genre de motifs, et il se concentre sur cette partie-là, presque les rendre presque ridicules, presque qu'on peut rire de ça, tellement qu'il est objectif ça. Et là, donc cet art-là, Madame Ogawa, elle n'arrête pas d'admirer. Mais il y a beaucoup d'autres, mais qu'elle ne peut pas tout citer. Mais juste pour vous dire que sur sa table de travail, il y a plus ou moins toujours dizaines de livres qu'elle considère comme ange gardien de sa rédaction. Et quand elle est un petit peu fatiguée pendant son travail de rédaction, ça lui arrive d'ouvrir ces livres-là et lire un petit peu. Kawabataの中で一番好きなのは、眠れる美女ですね。老人がこんこんと眠る美女のそばで添い寝するっていう話です。Les belles endormies. Vous savez ce que c'est? C'est l'histoire d'un vieillard qui dort à côté d'une magnifique jeune fille qui dort, qui ne se réveille pas. Voilà. Votre œuvre se caractérise notamment par une certaine étrangeté des atmosphères et des personnages. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez le monde, ou c'est plutôt quelque chose qui naît vraiment de l'écriture? はい、小川さんの作品の中にはいつもちょっと得意なもの、ちょっと違ったもの、異質なもの、変わってる変でこんなものが多いと思うんですけども、それは小川さんのなんだ世界観なんでしょうかとか、世界がそういうふうに見えてるんでしょうか、それともこれは本当に純粋にそのエクリチューの中で生まれてくるものなんでしょうか。私自身は全くへんてこなところのない、もうごくごくつまらない人間なんですけれど、そういう私が観察者として世界を見たときに、世界の片隅にいて大きな声で喋れないまさに人々っていうのが、世界の周辺にいる人々、そういう人たちの声なき声を私の小説で受け止めたいなと思っていると、なんか自然とそういう奇妙な人、つまり弾き飛ばされちゃった人ですね、そういう人の声に耳を澄ませるようになりますね。
Oui, donc pour vous rassurer d'abord, elle dit que moi-même, donc elle-même, elle n'a absolument aucune étrangeté dans sa manière d'être. Là. Elle se considère même très banale et comme tout le monde, donc ce n'est absolument pas sa vie qu'elle écrit en fait. Mais, mais en fait, comment dire, mais quand en tant qu'observatrice de vie, observatrice du monde, qu'elle regarde la vie et les gens autour d'elle, alors souvent son attention porte sur des personnes, des personnages dont la voix est très faible. Donc, ce sont des gens souvent qui n'ont pas de moyens de parler haut et de parler bien, de construire la citadelle de mots pour se protéger, pour se vaincre, etc. Donc, souvent, ce sont des gens finalement qui peuvent être catégorisés comme des minorités. Ceux qui se trouvent dans la majorité, dans la marge de la société, souvent des professions souvent oubliées, des choses comme ça, et des gens qui sont extrêmement modestes et qui ont par exemple la voix très très faible, etc. Donc elle est toujours très très attirée, ou voilà, son attention est souvent focalisée sur ce genre de personnes qui existent réellement dans ce monde, mais qui n'ont pas d'occasion de se faire entendre. Donc, voilà, justement, elle a cette tendance-là d'être attirée par ce genre de personnages et qu'elle veut vraiment entendre leur voix et faire entendre leur voix à travers ses ouvrages. Et en écrivant cela, en fait, c'est par hasard, mais le monde qu'elle tisse en tant que roman et la nouvelle devient de plus en plus étrange. Voilà. Je rebondis à ce qui vient d'être dit. Et tout à l'heure, j'ai eu envie de reprendre en main votre roman La piscine. Et j'enchaîne sur ce qui vient d'être dit. C'est que là, ça se passe dans un orphelinat. Et donc, c'est des petits êtres qui sont aussi enfermés, qui sont un peu prisonniers d'un même lieu. Donc, à travers ça, il y a une tendresse, manifestement, pour des êtres qui sont pas nécessairement brillants, majestueux, etc. Donc, c'est une dimension très, très humaine dans votre œuvre. C'est plutôt un commentaire. OK. 今のは質問というよりは付け加えたいことだと思うんですけれども、今小川さんがおっしゃってたこと、声の小さき者たちについての愛着とかそういったものについて聞いてたら、プールね、これはダイビングプールですね。そうですね。孤児院が出てきて、はいプールのピシンについてすごく思ったっておっしゃってました。彼女はそれを読んだことがあって、でその孤児院というのも忘れ去られた小さき者たち、閉じ込められている。でそういったその小さな、繊細な壊れやすい人たちに対するその小川さんの優しい眼差しというのを感じたって言ってました。昔の古い作品読んでくださってありがとうございます。Donc c'est un roman. Oui, c'est une nouvelle qu'elle a écrite il y a longtemps. Donc elle est touchée par le fait que vous avez lu ça. Bonsoir. Bonsoir. Dans vos romans, en fait, les enfants occupent une place assez souvent, donc assez centrale. Et je me demandais, en fait, avez-vous des enfants? Et si oui, quels sont les moments de leur enfance qui se sont imprimés dans vos histoires? 子供たちの存在についてですが、小川さんの作品にはよく子供たちが登場します。なので今の方は小川さんは個人的に子供さんがいらっしゃいますかということと、あとはもしいらっしゃるならば、その子供さんの子供時代のどういうところが一番印象に残っていますか？
私、一人男の子を育てたんですけれど、やっぱり子供っていうのは動物の話をした時に言いましたけれど、非常に大人が到底及ばないような感受性を持っていながら、言葉がまだ未熟なので自分のことをうまく説明できない存在という意味では動物に近い、そういう意味で動物に近い。ですからその言葉が未熟だっていうことは声が小さいっていうことと一緒で、私のやっぱり創作意欲をかきたてますね。彼らの声にならない声をこの私の本という形の宝石箱の中に閉じ込めておいてあげないと取り返しがつかなくなるっていうような気持ちになります。いつも子供を描くときは。Oui, elle a un enfant, donc elle a élevé un enfant qui est devenu maintenant grand, mais un fils. Et alors, donc, quand elle pense à cela, cette expérience d'avoir un enfant et élever un enfant, c'est surtout donc, quand il était petit, donc quand un enfant est petit, ce qui se passe, c'est que les enfants de très jeunes âges, ils ont une magnifique sensibilité, 1000 fois plus aiguë et développée que les adultes. Mais par rapport à ça, leur vocabulaire, leur capacité langagière n'est pas encore développée, n'est pas encore complet. Donc, on peut dire en quelque sorte qu'ils ont énormément de choses à exprimer, ils n'ont pas encore le moyen de le faire. Donc, dans ce sens-là, elle a senti, et elle sent toujours que ces jeunes enfants-là ont le point commun avec les animaux qui apparaissent dans ces œuvres, en fait. Le fait que la voix, par exemple, les mots ne sont pas encore complètement acquis et la voix sont très très faibles, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de dignité. Ils ont énormément de choses à communiquer, mais autrement que des adultes. Donc, elle veut toujours tendre ses oreilles aux voix qui ne sont pas des vraies voix, qui ne sont pas des hautes voix. Et justement, donc, ce genre de petit être, elle a toujours une terrible envie de les protéger en les enfermant des boîtes de bijoux qui sont ses romans. Voilà, je propose que l'on garde ces très beaux mots comme conclusion de cet entretien, parce qu'il est déjà temps de terminer. D'abord, je voudrais vous remercier évidemment pour votre attention, votre présence. Je vous signale que Yoko ne part pas, elle est là pour vous, pour dédicacer ses livres, bien sûr, donc profitez-en. Et je vous signale également que le bar est ouvert, donc profitez-en. Et je passe la parole pour quelques mots de clôture à Jacques Tadek. Tout à l'heure que ce sera un moment extraordinaire, ça s'est véritablement vérifié au-delà de toute attente. Ah oui, oui. Ah, je viens de dire que c'était aussi extraordinaire que je vous l'avais promis, en fait. Et votre Trinité, là, a fait un travail magique, et on s'y attendait un petit peu aussi, parce que vous êtes, comme disait Éluard, le poète est celui qui m'inspire autant que celui qui est inspiré. C'est votre inspiration qui nous a tous inspirés, tous ensemble. Je voulais dire une petite chose du point de vue de la perception que nous avons en Occident de la littérature japonaise. Ça s'adresse à vous. Je voudrais dire une petite chose qui s'adresse précisément à l'auteur sur la perception que nous avons, nous, de la littérature japonaise. Voilà. Oh, Pardon, j'étais oui. en train de... Oui, d'accord. C'est que vous êtes au fond le premier auteur important japonais que nous suivons dans une espèce de simultanéité. C'est-à-dire que les grands auteurs, les Kawabata, les Tanizaki, les Mishima, nous les avons appris à les connaître souvent à la fin de leur carrière ou après leur mort. C'est très précis pour Mishima. Vous êtes la première auteure importante japonaise que nous suivons en temps réel ici en Occident. Et rien que ça est exceptionnel et fait de cette soirée une soirée exceptionnelle. Je vais traduire ça. J'ai bien entendu. はい、この方が
おっしゃってることはですね、小川さんをここに迎えていることは本当に素晴らしいことで、なんでかっていうと、とても、著名な日本の作家は今上がってましたけれど、三島とかそういうものは海外の読者はいつも彼らのキャリアの終わりのあたりか、あるいはもう亡くなってから知ることが多いんですけれども、小川さんの場合はもうほぼ同時進行で日本で出されている作品と、それが海外に翻訳されて出ていくというのにほとんど時差がないということで、ほとんど一緒に走っている、日本の読者と海外の読者が一緒に走ってその成長を見続けることができる、もう素晴らしい作家だということを言っています。ありがとうございます。Merci. Merci infiniment, Yoko Ogawa, pour cette soirée.